Bonjour, bienvenue à cette leçon numéro 4 d'apprendre le tibétain, la lecture du tibétain. Je suis Adelaide Foster et j'espère que vous apprécierez cette leçon. Alors, par le passé lointain, des 3 leçons précédentes, nous avions vu les lettres So, Ri, Me, Pu, Ka, Ta, A, Ka, Ta, Pa, Ya, Nga. Et dans cette leçon, nous allons voir 6 nouvelles lettres qui sont Ka, Ta, Pa, Sha, Na, La. Alors, la première lettre en verte ici est le K. C'est un K aspiré et O. Vous pourrez aussi noter la relation qu'il a avec les 2 lettres des 2 lignes qui précèdent, donc le Ga et le Ka, parce que la consonne se ressemble. C'est juste la tonalité qui diffère. La même chose, malgré le fait que visuellement elle ressemble un peu moins aux 2 autres, mais c'est aussi une similarité partagée de consonnes avec les 2 lettres en dessus, que le ta. Donc le ta est O et aspiré. Comparé aux 2 lettres en dessus, qui sont le ta et le ta, nous remarquons en effet une différence. Et puis vient la lettre pa, qui est à nouveau une lettre haute et aspirée, qui ressemble au ba que nous avions vu dans la première leçon et au pa de la leçon précédente. Donc, pour vous aider à vous souvenir des formes des lettres, il est important de surtout essayer de se souvenir de leurs différences. Comme ça, vous avez moins à apprendre. Ce sera donc plus facile. La lettre qui suit est le cha. Et puis l'avant-dernière, na. C'est une lettre qui est basse et qui est courte. Et la dernière est le la. Donc la dernière ligne se lit ka, ta, pa, sha, na, la. Donc les voici rangés dans ce diagramme. Voilà, nous avons pour la première fois des lettres dans tous les cadrans du cercle. Alors aujourd'hui, dans cette leçon, nous allons voir aussi ce qui s'appelle les rata et les yata. Alors nous avions vu que lorsque 2 lettres étaient les unes au-dessus des autres, la lettre qui était en dessous était la lettre principale de la syllabe, et que la lettre en dessus était un peu comme un préfixe. Eh bien ici nous avons je les appelle des semi-lettres, qui sont le rata et le yata. Dans cette page nous voyons des rata. Ça ressemble à un trait sous certaines lettres. Donc ici nous avons le K avec un rata, etc. Donc ces rata ne devraient pas être considérées comme des lettres principales des syllabes. C'est pour ça qu'elles sont semi, malgré que ce terme n'existe pas forcément dans la grammaire classique tibétaine. Elles sont semi car elles influencent la prononciation de la lettre principale en dessus, mais c'est une influence qui est juste une légère addition à cette lettre, en général, normalement. Donc un moyen pour se les rappeler, de comment lire les lettres avec des jata, c'est de les chanter comment les épeler.
C'est comme ça que tous les enfants tibétains normalement le font. Il n'y a pas toutes les lettres qui peuvent avoir un rajata. Celles qui peuvent l'avoir sont toutes présentées ici, dans cette page et la page suivante. Alors, pour les éplés, on va faire pour la première lettre karatacha, la deuxième karatacha et la troisième garataja. Donc, nous voyons qu'on peut facilement avoir une certaine mélodie avec ça. Karatacha, karatacha, garatacha. C'est à choix. Si ça vous aide pas, vous pouvez trouver une autre méthode. Peu importe. Alors, je les ai rassemblés ici en 3 groupes. Car la prononciation de la syllabe, quelle que soit la lettre sur laquelle se trouve le jata, à la fin est la même. C'est-à-dire que toutes les lettres en jaune ici, comme le ka, le ta et le pa, à la fin, avec un rata, seront toutes les 3 cha. Et puis, toutes les lettres en verte, donc haute et aspirée comme lettres, à la fin, quand elles ont un jata, elles sont toutes cha. Et puis, toutes les lettres longues et basses deviennent ja. Donc, je vais toutes les épeler pour vous habituer un peu à ce système d'apprentissage. Karatacha, karatacha, garataja. Taratacha, taratacha, garataja. Paratacha, paratacha, barataja. Et voici 3 jatas qui sont prononcés un peu différemment. Le marata devient ma, c'est-à-dire qu'il ne change absolument pas. Peut-être que dans un passé lointain, il fut prononcé mra ou quelque chose comme ça, mais en tibétain moderne, c'est ma. La même chose pour le sa, quand le sa a un rata, rien ne change. Sa rata sa. Il n'y a même pas besoin de les apprendre en fait. Et finalement, un dernier, le ha, c'est une lettre que nous n'avons pas encore vue. Néanmoins, vous pouvez la voir maintenant. C'est un ha, long, aspiré, haut, et avec un jata. Il s'appelle harata ha. Donc il y a un certain r, un certain son du r, rata, qui vient s'introduire ici. Ra. Cette lettre est néanmoins pas très courante. Alors maintenant, si nous voulons passer à la pratique d'épeler des syllabes où l'on trouve un rata, alors on peut avoir cette syllabe ici. Après le préfixe, on ajoute un O pour signifier que c'était un préfixe. Alors, cette syllabe est ainsi épelée bao karatacha. C'est tout. Donc la prononciation finale de cette syllabe est cha. Donc c'est un T, R un peu qui est là. Je pense que aussi par le passé, les ratas étaient tous différents avec les lettres, mais la prononciation du langage ayant changé. À la place de kra, c'est devenu cha, qui est plus facile à prononcer. Alors, après les jatas, voici les yatas. Les yatas sont la lettre ya, qui compte comme semi-lettre de nouveau. Donc elle va introduire un son y dans la syllabe, sur la lettre principale. Donc ici, par exemple, en première lettre, nous avons le ka avec un yata qui devient kya. Si on veut épeler, kayata kya. La deuxième lettre, kayata kya. La troisième, gayata gya.
La quatrième, attention, la prononciation change. Payata cha. Elle devient exactement la même que la lettre cha. Donc, il s'agit ici d'une utilisation orthographique de cette combinaison plutôt que de prendre en compte le son. La même chose se passe donc pour le pa, qui devient un payata cha, qui devient donc exactement la même chose que la lettre cha. Et puis aussi le ba, qui devient ja, payata ja. Et finalement, le mayata devient nya. Donc je vous conseille vivement d'essayer de chanter, si vous allez marcher, courir, essayez de réciter ces lettres pour vraiment vous les mettre en mémoire. Alors, voici un autre exemple donc, 2 syllabes à épeler. En premier, nous lisons donc le ka, en deuxième, le ya, en troisième, l'addition du ya en dessous qui est le yi, ce qu'on appelle le yata, le ta, donc ka, ya, ta. Après, on lit la combinaison de ces trois, ça fait kia. On ajoute l'accent, jengbo. Et puis, on lit cette combinaison, kie. Et on ajoute le suffixe ta. Et finalement, on lit en 8 la syllabe entière, kie. Plus rapidement, cela devient kaya ta kia jengbo kie ta kie. En haut, ici, nous avons la syllabe jo, qui est alors appelée ao garata janaro jo. Et en vert, la syllabe chuk, qui est appelée parata chashabkyu chuka chuk. Peut-être je vais le relire plus lentement. Parata chashabkyu chuka chuk. Le mot pour marcher est chom, chom. Le mot pour enseignant est gegen, gegen. Alors, nous voyons que gegen a 2 syllabes. La majorité, peut-être environ 80% des noms tibétains ont 2 syllabes. Ils sont ainsi composés de 2 syllabes qui normalement chacune veulent dire quelque chose de différent. Donc ici, nous avons la première syllabe ge, qui veut dire quelque chose de positif, de vertueux, et gen, qui veut dire quelqu'un de plus âgé, qui a plus d'expérience. Donc le gegen, l'enseignant, est en fait celui qui a plus d'expérience dans le positif. Gegen. Puis nous avons finalement le mot pour élève, qui est lopchuk. De nouveau, nous avons 2 syllabes. Chacune de ces syllabes veut dire quelque chose de différent. Lop veut dire étudier et chuk veut dire enfant. Donc c'est un enfant d'études. Voilà ce que c'est d'être étudiant ou élève. Néanmoins, il peut tout à fait être utilisé pour des gens de plus de 100 ans. Ce n'est pas l'âge qui importe. C'est être un enfant de l'enseignement, c'est-à-dire que on veut encore apprendre. C'est ce désir de vouloir apprendre qui est reflété ici. Donc nous avons quelques phrases ici avec des mots que nous avons vus aujourd'hui et dans les leçons précédentes.
La première phrase, ti tebre. Ti voulait dire ceci, tep livre et re veut dire être. Et donc cette phrase veut dire ceci est un livre. Et puis la deuxième phrase, kon gegenre. Kon gegenre. Il ou elle est un enseignant. Une phrase qui vous sera certainement utile pour signifier que vous êtes un étudiant, en tout cas du tibétain. Nga lobchui. Nga lobchui. Je suis étudiant. Est-ce que vous arrivez à faire la phrase suivante? Rappelez-vous, le mot pour porte était go. Tegore. À vous. Quelle est cette phrase? Vous pouvez mettre sur pause, bien sûr. La phrase est Paki rire. Alors, Paki, vous n'êtes pas sûr. C'est un nouveau mot, je crois. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas comprendre la phrase due à son contexte. C'est une technique qu'il faut impérativement utiliser lorsqu'on apprend une nouvelle langue. Et de ce fait, lorsqu'on apprend le tibétain. Paki, rire, on peut imaginer que c'est surtout avec la main qui pointe que ceci ou cela ou quelque chose comme ça est une montagne. Alors Paki en fait veut dire là-bas. Là-bas est une montagne. Et puis, quelle est la phrase suivante? Je, étudiant, être. Je suis un étudiant. Na lobchui. Na lobchui. Vous avez sans doute maintenant remarqué que le yin est utilisé lorsque vous parlez de vous. Voici un exemple de conversation. Alors, vous pouvez mettre sur pause, essayer de déchiffrer comme exercice toutes ces phrases. Néanmoins, je vais les lire pour vous. Donc, la première personne dit Tashi dele. La réponse que la première personne reçoit est aussi Tashi dele. Donc, Tashi dele est, je pense, quelque chose qui vous est familier. C'est une façon de dire bonjour aux gens qui a été utilisée journalièrement chez les Tibétains en exil depuis 1959. Avant, Tashi dele était plutôt réservé à la nouvelle année. Ça a été adopté parce qu'il n'y avait pas vraiment de normes pour saluer les gens et que une enseignante tibétaine, je crois, à Darjeeling, a décidé, lorsque des étrangers lui demandaient comment dire bonjour, que Tashi dele ferait l'affaire. Alors, attention tout de même à Tashi dele, il ne faut pas l'utiliser lorsqu'il y a des circonstances très sombres. Il faut faire attention s'il y a eu un mort, etc. dans la famille de votre interlocuteur. Donc, faites attention quand vous l'utilisez. Tashi dele. Ce qui veut donc dire puisse tout être auspicieux. Donc s'il y a un mort dans la famille, ce n'est pas très auspicieux et c'est un peu se réjouir. Ça montre un peu ce sens-là. Donc, qu'on se réjouit de la mort de la famille. Donc ce n'est pas forcément mal vu parce que beaucoup de Tibétains comprennent que bien sûr c'est devenu un réflexe d'utiliser ce mot. Donc ne vous en faites pas trop, utilisez-le, mais faites un peu attention tout de même. La question qui suit est la question Kieran Debo Yinpe. Kieran Debo Yinpe.
걔랑 대보임배. Donc vous, 대보 bien-être, être et p. Alors, nous avons en français par exemple, nous avons des questions avec des mots interrogatifs, par exemple où vas-tu? Et nous avons des questions sans mots interrogatifs, par exemple est-il un médecin? Alors ici, c'est le P est l'équivalent de ce deuxième exemple. Donc de phrases de construction qui n'utilisent pas de mots interrogatifs pour poser une question. On utilise à la place des particules interrogatives après l'auxiliaire. Donc l'auxiliaire ici est yin, qui est l'auxiliaire être, l'auxiliaire essentiel, qui démontre l'essence de ce que l'on parle. Donc, Keren Tewoimpe, est-ce que ton essence, es-tu toi-même bien? As-tu du bien-être? Mais c'est es-tu bien? L'utilisation de yin ici, nous l'avions vu il y a quelques pages, yin utilisé lorsqu'on parle de nous. Alors, on l'utilise aussi dans les questions directes pour anticiper la réponse de l'autre. Donc on se met dans les chaussures de son interlocuteur et on va utiliser l'auxiliaire comme si c'était lui qui l'utilisait, lui ou elle qui l'utilisait. C'est pour ça que l'on choisit ce yin. Keran tewoimpe. Comment allez-vous? Comment vas-tu? La réponse devient alors na teboyin. Je vais bien. Na teboyin. Donc c'est une façon de saluer les gens qui est très 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 commune. Une autre façon, des fois qui est utilisée pour saluer les gens, même sans l'intermédiaire de Chashidele, c'est de demander où les gens vont. Et c'est cette question que nous avons ici. Kabar jogin. Kabar est le mot interrogatif où. Jo est le verbe aller. Gin est donc une anticipation de la réponse à la première personne et une combinaison qui forme un futur. Donc la question ici, l'équivalent de cette question, c'est où iras-tu, mais dans le sens futur, où vas-tu, c'est un peu entre le futur et le présent. Kabar jogin, où vas-tu? Je pense est la meilleure façon de le traduire. Kabar jogin. Remarquez que nous n'utilisons pas le pronom interrogatif vous ou tu, kieran. Parce que dans l'auxiliaire, nous avons yin déjà, donc nous savons à qui nous nous adressons. Il n'y a donc pas besoin de le répéter. On peut bien sûr faire la question kieran kawa jogin, mais le kieran devient un peu inutile. La réponse ici est chom la jogin. Chom la jogin. Chom le marché, la est une particule pour signifier la location. Donc au, l'équivalent de au marché, jogin, j'irai. J'irai au marché ou je vais au marché. Chom la jogin. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on vient de voir? Alors, c'est le même dialogue. Rappelez-vous des réponses. Chashidele. Que répond l'interlocuteur? Oui, chashidele. Puis à la question Keran teboimpe. Keran teboimpe? Quelle était la réponse? C'est dur, je sais. Je, c'est na. Bien, c'est tebo. Et l'auxiliaire yin. Na teboyin. Et puis la question où vas-tu? Kawa jogin. Kawa jogin. La réponse était je vais au marché.
chom la jogin. Chom la jogin. Remarquez l'utilisation des pronoms. Vraiment, ils ne sont pas forcément nécessaires. Alors, un peu de révision sur la façon déplier en tibétain. La première syllabe, vous pouvez utiliser le bouton pause, essayez par vous-même et contrôlez avec la vidéo. Ratatata, ratatata, la première syllabe. En dessous de celle-ci se trouve sakataka ratata, sakataka ratata. Elle a 3 étages. Et puis sur la droite, sakataka rakar. La première ici, garata jana rojo gasa jo. En dessous, barata jagi guji. Et sur la droite, kayata kyajambo kedake. Est-ce que vous vous souvenez de ces mots? Enseignant était Geyen, très bien. Étudiant était Lopchuk. Le marché, c'était Chom. Et vous ou tu, c'est Kieran. Alors, à quelle phrase va quelle image? Pagi chomre. Est-ce la première ou la deuxième image? Oui, c'est la deuxième. Mo lopture. C'est donc la première image. Pagi chomre voulait dire là-bas est un marché. Et en dessous, mo lopture veut dire elle est une élève ou une étudiante. Que veut dire timarre? Souvenez-vous. Timarre s'accorde avec la deuxième image. Te karmare. Te karmare était la troisième image. Te mere. Te mere est la première image. Nga tebui. Nga tebui est la troisième image. Nga lopchui est la première image. Et nga geyen est la troisième image. Pardon, la deuxième image. Bravo, vous avez sans doute fait moins d'erreurs que moi. Alors, je vous conseille vivement ce livre, Tibetan Calligraphy. C'est en anglais, malheureusement, mais la calligraphie tibétaine y est très précise et les instructions très instructives. Donc, voici comment sont écrites les lettres que nous avons vues aujourd'hui. J'espère que cela vous sera utile. Bon courage dans vos études de tibétain et à la prochaine!